Ah, écoutez, avec... Entre ici, Jean Moulin. C'est un vieux pays. Vive le Québec. Bonjour et bienvenue, Flavien de Guillaume sur l'APNIX, émission du Journal International sur RL2 aujourd'hui, émission Sport et Relations Internationales. Nous recevions Monsieur Joanneau, président du comité départemental olympique de la métropole de Lyon et du Rhône. Voilà. Très bien. Avec nous, Guillaume Savary du Master Expertise Internationale de Lyon 3. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Alexandre Corvaillant de MPE. Ça sera Lyon Moon pour cette fois. De Lyon Moon, pardon. Je ne pouvais pas ne pas me rater. Hugo Joly, évidemment, de la licence droit philosophie. Bonjour. Voilà, aujourd'hui, on va parler sport et relations internationales. Vous le savez tous, le sport. J'ai oublié Alexis. Alexis, présente-toi, Alexis. Rédacteur en chef au Lyon Mondi Blog. Merci. Bonjour à tous, est-ce que vous êtes prêts pour l'émission? Cette fois-ci, il n'y aura plus d'erreurs? Impeccable. Allez, on y Super. va. Parfait. Bon, alors je vous le dis, aujourd'hui on parle des relations internationales, vous l'avez compris, ça fait 3 fois que je vous le répète, mais on va commencer par une chronique actualité internationale de la semaine d'Hugo Joly qui nous présentera son travail. Ensuite, nous aurons une interview de Guillaume. Guillaume, tu es allé chercher les informations là où elles sont, tu nous présenteras tout à l'heure ce que tu as fait lors de l'interview. Exactement. Là, c'est Alexandre qui va nous parler de sa chronique. De quoi tu vas nous parler? Alors, je vais vous parler d'incidents diplomatiques qui ont eu lieu aux Jeux Olympiques. D'accord, on a hâte d'entendre ça. Ta chronique sera suivie de celle de Guillaume, pardon. Ouais, toujours, je reviendrai moi pour vous parler des deux Corées. Parce que Guillaume, on aime t'écouter, voilà. Et ensuite, nous aurons enfin Alexis. Oui, moi je parlerai du rugby dans la diplomatie néo-zélandaise. Voilà, et Monsieur Joanneau sera là pour te corriger car c'est un ancien joueur de rugby. C'est ça, monsieur? Ouais, j'ai essayé un peu comme tout le monde de pratiquer ce ballon ovale, ce paramètre bondissant aléatoire. Je rebondis justement là-dessus puisque à la fin des chroniques, nous passerons à votre interview. Mais évidemment, vous serez là tout au long de l'émission. Je vous remercie. Donc, Hugo, tu es là. Est-ce que tu veux nous parler de l'actualité internationale de la semaine? Bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Donc alors bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer ma chronique, j'aurai une petite phrase à tous vous dire. Donc j'aimerais déjà mentionner à quel point ce travail de chroniqueur hebdomadaire sur l'actualité internationale me change la vie. Avant, dans mon bruyant, long et interminable trajet de bus, je voyais chaque matin taguer sur un arrêt de bus Erdogan la Chouin, et cela représentait tout mon horizon de recherche politique. J'étais donc chaque matin toujours un peu plus enjoué en voyant ce superbe slogan publicitaire. Mais aujourd'hui, tout a changé. J'ai ouvert les yeux sur la scène internationale. Ouverture qui est certes un peu plus déroutante, mais également pleine de petites surprises vous injectant de l'absurde en hormones comme on injecterait des hormones aux pandas pour stimuler leur vie sexuelle platonique. Donc, on va commencer. Ça commence dur, hein. On commence donc bien évidemment avec la Turquie. Le processus d'adhésion de la Turquie au sein de l'Union européenne a débuté en 2004 et s'est arrêté suite au refus de certains membres de l'Union européenne. Je rappelle qu'il faut, pour qu'un État devienne membre de l'UE, il faut qu'il remplisse plusieurs conditions, dont que le Parlement européen accepte l'adhésion de l'État à l'unanimité. Suite aux demandes répétées et à la pression exercée par le représentant diplomatique de la Turquie au sein de l'Union européenne, Farouk Kemaksi, le processus d'adhésion de la Turquie est de nouveau sur les rails. En même temps, je le comprends. Quand tu es le seul à la récréation avec qui personne ne veut jouer avec toi, bah forcément tu les harcèles pour jouer avec eux. Donc c'est pour cela qu'il y a un sommet entre On sent du vécu, hein. Ah oui, non, mais complètement. Toi aussi, tu étais seul à la récré, c'est traumatisme ça? infantile, effectivement. D'accord, bon, écoute. C'est donc pour cela qu'un sommet entre l'Union européenne et Ankara va être organisé le 26 mars à Varna en Bulgarie. Cette réunion vise à une remise en fonction du processus d'adhésion de la Turquie au sein de l'Union européenne. On reconnaît qu'ils vont pas être contents, hein. Allemagne, France, Pays-Bas, Autriche et Danemark vont à nouveau nous pousser un petit coup de gueule. À voir donc qui sera le plus fort, la subtilité persuasive et la magnanimité du président turc ou la grimace des pays contestataires. Une autre contestation, cette fois-ci en France. On remonte au 15 janvier 2018 où la plateforme APB s'est vue lapidée par son inefficacité pour se faire remplacer par la plateforme Parcoursup. Ce nouveau procédé vise à plusieurs nouvelles choses. Supprimer le tirage au sort quand une formation est surdemandée. Supprimer la possibilité de 24 choix de vœux en la restreignant à 10 vœux.
La suppression du critère de domicile, c'est-à-dire que l'étudiant ne sera pas assigné à l'académie dont il fait partie, mais peut postuler partout en France de manière égale. La demande suivie du parcours scolaire, c'est-à-dire bulletin, activité extérieure, acquisition de certaines compétences, pourra être demandée plus souvent par les formations, sans oublier la lettre de motivation qu'on adore tous faire, bien sûr. Ensuite, on a la suppression de la hiérarchisation des vœux. Et enfin, la nouvelle plateforme est censée, entre guillemets, répondre aux étudiants avant leur passage au bac. On verra bien. Donc, si on fait un bilan, la sélection par les universités se fera donc en amont par les diverses formations, et non a posteriori du bac durant l'année d'hécatombe universitaire qu'est la L1. C'est donc un système qui va pallier certains gros défauts d'APB, mais qui fort heureusement reste critiquable. Bah oui, sinon je fais sur quoi ma chronique, moi ? Donc comme je le disais, la sélection sera donc en amont du bac, ce qui est considéré comme meilleur que de laisser l'individu se rendre lui-même compte de ce qui lui correspond ou non. Autrement dit, la première année post-bac sera encore plus déterminante pour les nouveaux arrivants car ce sera davantage plus dur pour eux de considérer qu'ils ne se sont non pas trompés de voie au lieu d'avoir échoué dans leur filière. Enfin, c'est à titre de conseil, la sélection durant les bulletins d'année lycée sont beaucoup trop laxistes. On n'obtient que des fainéants qui finissent utilitaristes et solidaires. Quelle horreur! Et ça va pas du tout. Alors que si on faisait la sélection dès la primaire avec des critères très exigeants, on aurait des parfaits élèves comme il faut. Prenez l'exemple de John Stuart Mill. À 3 ans, il maîtrisait le grec ancien. À 10 ans, une lecture complète et en langue originale des textes de Platon. Voilà enfin une solution. Tous les élèves qui font dans ces critères, zou au chômage, direct. On va terminer sur une note un peu plus festive. Vous connaissez les colisées romains modernes, là où les sportifs ne luttent pas à mort contre des bêtes mais contre eux-mêmes. Ces jeux où la fondation des bâtiments entraîne une forte popularisation, je vais y arriver, des environs et font grimper les coûts du logement. Souvenez-vous du moment où Nadia Comaneci a sublimé ce monde de par ses prouesses gymnastiques. Je parle bien de cette sorte de léviathan obésien qui trouve en son sein une ambivalence si profonde qu'on ne sait jamais vraiment si les fruits récoltés sont moisis ou bons. Ce sont les Jeux Olympiques bien sûr. En 2018 et à partir d'aujourd'hui jusqu'au 25 février, les Jeux Olympiques d'hiver se dérouleront à Pyeongchang, en Corée du Sud. Ainsi, ski et skieurs, bobsleigher et faites porter le fruit de vos entraînements. C'est tout pour cette semaine. Paix, amour et adelphité. Merci beaucoup, Hugo. On va enchaîner, mais d'abord, Guillaume, je crois que pour parler du sport et des relations internationales, il nous fallait une base pour qu'on comprenne tous de quoi en parler. Tu allais interviewer quelqu'un, dis-nous qui. Exactement, alors on va rentrer dans le vif du sujet et j'ai interrogé donc Pim Verschuren qui est chercheur à l'IRIS sur les questions du sport et des relations internationales et à qui donc j'ai posé quelques questions sur la définition d'une diplomatie sportive afin de comprendre les liens entre le sport et les relations internationales. Et on a également traité la question de la diplomatie sportive française et de son avenir. Écoutez bien. Quelle est la place du sport dans une diplomatie et qu'est-ce qu'une diplomatie sportive ? Alors aujourd'hui, on voit que les États et les États émergents, mais aussi les États entre guillemets occidentaux, intègrent une place de plus en plus importante au sport dans leur diplomatie. La diplomatie sportive, il y a différentes formes qu'elle peut prendre. Ça peut être l'accueil de compétitions internationales sur le sol du pays. Ça peut être une politique de récupération de médailles dans des compétitions. Donc le fait pouvoir briller sur les compétitions sportives internationales. On a aussi certains pays qui vont racheter des clubs, notamment en Europe. On a aussi des pays qui vont investir dans des programmes pour aider au développement à travers le sport ou la réconciliation de peuples à travers le sport. Donc là aussi, en Afrique et en Asie, on a beaucoup de programmes de ce type et ça fait partie aussi de la diplomatie sportive parce que on essaye d'utiliser le sport à des fins diplomatiques, soit d'image, soit pour changer le comportement d'autres États. Souvent, ce sont des stratégies indirectes. C'est pour ça qu'on parle plutôt de soft power. Mais en tout cas, ce que l'on voit sur les 15 dernières années, c'est que le sport est de plus en plus une stratégie pour les États afin de briller et d'exister déjà aussi sur la scène internationale. D'accord. Et vous avez parlé de soft power, justement. Est-ce qu'on peut lier donc pleinement cette notion de soft power de Joseph Nye à la diplomatie sportive d'un État ?
Oui, Joseph Nye, il y a plus de 20 ans maintenant, quand il avait construit sa théorie du soft power, il avait bien compris que les relations internationales étaient en pleine évolution et qu'on ne pouvait plus, comme auparavant, se faire la guerre ou utiliser des outils militaires pour changer le comportement d'autres acteurs ou pour exister. Et à côté des moyens militaires ou des moyens de force, on va avoir tout un ensemble d'outils culturels, artistiques, mais aussi sportifs, qui permettent aux États, voilà, d'avoir des nouveaux moyens d'action sur la scène internationale, qui sont beaucoup plus acceptés et acceptables, parce qu'on n'a plus du tout l'utilisation de la force. Donc ce sont des moyens plus indirects, plus diffus, et le sport en fait pleinement partie, car le sport est devenu une activité extrêmement médiatique, universelle, qui est consommée et pratiquée, regardée par maintenant tous les continents, par tout un ensemble de populations émergentes également, et ce qui en fait un outil, voilà, de diffusion, de valeurs, d'images, que les États peuvent aujourd'hui instrumentaliser pour défendre leurs intérêts. D'accord. Et justement, quels sont les États les plus avancés dans la diplomatie sportive? Alors on a tout un ensemble d'États, déjà les États occidentaux qui accueillent depuis très longtemps les événements sportifs comme les Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde. On voit que ce sont encore eux qui ont une sorte de domination sur l'accueil d'événements. Ce sont aussi ces États-là qui trustent les premières places dans les tableaux des médailles, donc ils vont aussi avoir une image de modernité et de force à travers les résultats sportifs. Mais, et ça c'est la nouveauté, depuis 15 ans, on voit que les pays émergents, et dans cela en particulier les BRICS, ce qu'on appelle Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ces États-là s'insèrent de plus en plus dans la scène sportive, que ce soit à travers l'accueil des Jeux Olympiques ou des Coupes du Monde, comme on a vu ces dernières années, mais aussi sur le tableau des médailles. On voit que ça se démocratise. Donc en ce sens, le sport est un secteur sur lequel rejaillissent les évolutions internationales. Et donc, comme sur la scène politique mondiale, on a un poids grandissant de nouveaux pays industrialisés, des BRICS en particulier, et ben dans la scène sportive, cela se traduit également. Donc on peut voir toutes les évolutions politiques à travers les évolutions sportives. C'est en ça que l'objet sportif est intéressant à analyser, car il permet de comprendre les évolutions, mais aussi des fois les tensions qui peuvent exister sur la scène internationale. D'accord. Et la France a créé un ambassadeur du sport et depuis 2014, elle mène une politique sportive donc très active. Alors, quelle place concrètement souhaite donner la France au sport dans sa diplomatie et pourquoi est-ce seulement récent? C'est vrai que la France a, depuis maintenant une petite dizaine d'années, voulu reconquérir un peu le terrain sportif. Il faut savoir que la France était une terre d'accueil auparavant du sport international. On se souvient que le Comité olympique international, mais aussi tout un ensemble de fédérations internationales, comme notamment la FIFA, avait été hébergé dans les premières années à Paris. Donc il y a une centaine d'années, au début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle. Et la France a toujours été une nation sportive. Elle a accueilli les JO d'hiver en 68, en 92, les JO d'été en 1924, tout un ensemble de championnats internationaux également. Mais c'est que depuis une quinzaine d'années que la France souhaite revenir là aussi sur la scène sportive. La création de l'ambassadeur pour le sport au niveau du Quai d'Orsay est un symptôme de ce renouveau sportif français. Mais l'ensemble de la diplomatie sportive française est principalement axé autour des Jeux Olympiques 2024, et donc cette candidature qui a été préparée en amont depuis donc de longues années et qui a réussi il y a quelques mois à gagner l'aval du CIO pour donc accueillir les Jeux à Paris en 1924. Il va falloir voir dans les prochaines années si cette diplomatie sportive française était au service des JO 2024 ou si au contraire les JO 2024 peuvent pas aussi être
un des aspects de la diplomatie sportive française, mais ne pas se résumer à ça. Et on voit que la France a gagné l'accueil de la Coupe du Monde de rugby en 2023, et peut-être que d'autres compétitions vont être accueillies dans les prochaines années sur le sol français. Il y en aura d'autres, bien sûr. Et donc il va falloir voir si cette diplomatie sportive est pérenne, si elle perdure dans le temps, ou si elle va se résumer à l'accueil des Jeux Olympiques 2024, qui est le plus grand événement sportif de l'histoire, les Jeux Olympiques d'été. Donc pour la France, c'est une grande étape. Ça a été un moyen de rayonner sur la scène internationale, d'accueillir de nombreux chefs d'État, d'accueillir aussi des leaders économiques. Et voilà, on voit que ces JO vont servir au message, à l'image de la France. Et il faut voir si ça va continuer ou pas au-delà de l'horizon 2024. Et justement, est-ce que la France est puissante face au reste du monde sur ce terrain quand on voit que le Qatar fait ça justement, par exemple, dans une plus longue durée que n'a l'air de le faire la France? La France, elle a un avantage, c'est qu'elle a une image de modernité, de stabilité politique, d'entente avec ses voisins, donc d'apaisement, que des pays comme le Qatar ne peuvent pas se prévaloir. Le Qatar aujourd'hui fait face à une grave crise diplomatique avec ses voisins, comme vous le savez. Le Qatar fait aussi face à une crise d'image, car les travailleurs migrants exploités sur son sol pour construire les stades de la Coupe du Monde 2022 donnent une image extrêmement négative du Qatar. La France, elle, n'a pas ce souci-là. La France est aussi une terre qui est habituée à accueillir ce type d'événements comme les Jeux Olympiques. À Paris, on peut avoir les 40 000 lits que le CIO exige pour accueillir les Jeux Olympiques. Beaucoup de villes ne peuvent pas se prévaloir de cet avantage-là. Donc Paris est une capitale culturelle, est une capitale économique au niveau mondial, et c'est en ça que la France a un outil de rayonnement et une capacité touristique, une capacité hôtelière, une capacité en termes de stabilité politique et une capacité aussi économique, parce qu'il faut de l'argent pour accueillir ces événements, que finalement peu d'États peuvent avoir aujourd'hui. Alors bien sûr, on a parlé des pays émergents, la Russie, la Chine, la Corée du Sud en ce moment, accueillent de plus en plus d'événements sportifs, mais comme on peut voir au Brésil aussi, suite aux Jeux Olympiques d'été en 2016 et à la Coupe du Monde 2014, on voit que c'est pas forcément facile pour ces États d'accueillir des Jeux Olympiques ou des Coupes du Monde. Donc voilà, la France a un avantage, et c'est aussi pour ça qu'elle a candidaté pour 2024 et qu'elle a eu d'ailleurs les Jeux Olympiques, même s'il y a eu très peu de concurrence. Mais voilà, la France est une nation historique du sport, et on le voit à travers cette candidature olympique qu'elle le reste pour le moment, et que les prochaines années, elle aura toujours des arguments en sa faveur pour accueillir des Jeux Olympiques, mais aussi pour briller au tableau des médailles, car il n'y a pas que ça. La France est une des nations sportives les plus dynamiques, et là aussi on voit dans les derniers chiffres qu'elle reste encore très compétitive. D'accord. Et pensez-vous que de manière générale, pour tous les pays, que la diplomatie sportive a de l'avenir? Disons que la diplomatie sportive, elle peut prendre plein de formes, et je crois que pour les États, c'est important d'adapter leur diplomatie sportive à leurs intérêts particuliers, à leurs capacités diplomatiques. Et on le voit d'ailleurs sur les 15 dernières années, la France n'a pas la même diplomatie sportive que la Chine, ou que des petits États européens comme l'Autriche ou l'Ukraine, ou des petits États en Afrique ou en Amérique latine. Donc le sport offre une multitude d'outils, que ce soit en termes de programmes de développement, des programmes d'échange sportifs, d'accueil d'événements. Certains États vont plutôt accueillir des événements plutôt secondaires, comme les championnats du monde de natation ou des compétitions de squash ou je ne sais d'autres disciplines qui exigent moins de contraintes économiques et matérielles. Il y a aussi certains États qui vont financer un club sportif, un seul, qui va être le phare un petit peu du pays. Donc en fait, il y a tout un ensemble de formes que cette diplomatie sportive peut prendre, et il revient à chaque État d'adapter
sa diplomatie sportive à ses intérêts et à ses capacités. Et c'est ce qu'on a toujours vu. Et ça ne s'attache pas uniquement au sport. C'est comme les questions militaires. Chaque État a l'armée dont il a besoin. Et le sport, en tant qu'outil de diplomatie, c'est la même chose. C'est les mêmes questions qui se posent. Donc voilà, c'est à chaque État de s'adapter au contexte sportif et à ses intérêts. Voilà, merci Guillaume d'être allé chercher cette interview. Je pense qu'on a tous fait un bilan sur ce que c'est, ce que peut être la diplomatie sportive. Grâce à l'exemple, tu as pris la France, évidemment, c'est l'exemple le plus proche, qui ne colle pas vraiment avec le journal international, mais c'est en partenariat avec le Master Expertise Internationale. On va passer à une nouvelle chronique sportive. Et encore, hein, Alexandre, tu vas nous en parler. Et oui, pas vraiment. Bonjour tout le monde. Alors cette semaine, on doit parler sport et relations internationales. Moi, je vais plus vous parler relations internationales parce que le sport, pour que vous compreniez, en fait, moi, je suis un peu le quota sumo de cette émission. Alors, les JO d'hiver 2018 vont se passer en Corée du Sud et nous offrent déjà un petit premier scandale. Je ne sais pas si vous l'avez lu dans la presse la semaine dernière. Et je ne vais pas parler du fait que les Corées font semblant d'être copines pendant un mois. Enfin, si, plus ou moins. La délégation porte un drapeau avec une Corée unifiée en bleu. Et tout en bas, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il y a l'île de Dokdo. Et en fait, c'est assez logique que vous me direz qu'on la voit parce que cette île, elle est contrôlée par la Corée du Sud. Sauf qu'en fait, comme pour beaucoup d'îles dans la mer de Chine, elle fait objet de conflits de souveraineté. Du coup, le Japon fait un peu la G et ils ont envie que ce soit enlevé. C'est-à-dire que le Japon revendique la souveraineté sur cette île, c'est ça ? Le Japon demande la fin. Et ils affichent cette île au nez à la barbe du Japon, qui est vraiment pas loin géographiquement et de culture que la Corée, c'est ça ? Tout à fait, parce qu'en plus, sur le drapeau, on ne voit uniquement que la Corée en entier. Et cette île qu'on voit tout en bas, qu'on voit très très bien en plus sur le drapeau. Et donc du coup, c'est pour ça que le Japon a fait un petit scandale du fait qu'il ne trouvait pas normal qu'on puisse le voir, étant donné qu'ils estiment que cette île n'appartient pas à la Corée du Sud. Et en fait, aux Jeux Olympiques, c'est pas un lieu qui est étranger aux petits scandales diplomatiques comme ça. Il arrive même parfois qu'il soit aussi gros que moi, pour vous dire. Niveau fréquence, c'est quasiment à chaque fois en fait. Et je me suis dit que j'allais vous parler de 2-3 incidents qu'il y a eu. En fait, 4 en réalité, parce que je vais vous en parler de 3 qui se sont déroulés au JO d'été et un autre pour les JO d'hiver. Ah, tu ne respectes pas la parité hiver-été ? Pas du tout. Très bien. Ça fait 3 et 2 si on commence. Il n'y a pas encore de loi à parité hiver-été, mais ça viendra. Hein, et ce jour-là, on sera derrière toi. Merci. Voilà. J'en suis très heureux. Alors, on va commencer du coup avec les Jeux Olympiques d'été de 1908 à Londres. Et comme en 2012, comme on a pu le voir, c'est la famille royale qui a ouvert la cérémonie. En 1908, du coup, c'était le roi Édouard VII qui était présent et qui a fait un défilé. Il était convenu avec les nations participantes que chaque drapeau devait être baissé à son passage. Si ce détail est important, c'est parce que, en fait, il y en a un, bien sûr, qui ne l'a pas fait. Et le drapeau qui n'a pas été baissé, c'est celui des États-Unis d'Amérique. En fait, l'athlète qui devait le faire a décidé qu'il ne le ferait pas du fait qu'il voulait protester contre le fait que la nation irlandaise, qui n'existait qu'en tant que nation et pas en tant qu'État à cette époque, et qui faisait partie du coup de la Grande-Bretagne ou des îles britanniques, du fait que l'Irlande soit à l'intérieur, n'avait pas le droit de défiler avec son propre drapeau lors de ces Jeux Olympiques, donc gros scandale. Si on part en 1972, 1908 à côté, c'est très gentil. En 1972, ça a été une grosse catastrophe qu'on a pu constater. Je pense que vous avez tous entendu parler de l'attentat des JO d'été de Munich. En fait, c'était une journée assez sanglante. Un commando appelé Septembre Noir, composé de 8 hommes palestiniens, est entré dans le village olympique et est entré dans les chambres de la délégation masculine israélienne. Ils ont fait déjà 2 morts quand ils sont rentrés à l'intérieur des chambres. Oui, ils ne sont pas venus pour dire bonjour, j'imagine. Voilà, tout à fait. Et ils ne sont pas venus pour dire bonjour, mais ils sont venus pour dire qu'ils voulaient la libération de 230 prisonniers palestiniens
prisonnier du coup par Israël, logique. Et de ce fait, il voulait être aussi escorté en Égypte avec la délégation israélienne. Et c'est ce qui leur avait été accordé dans un premier temps. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que l'armée allemande a fait un assaut à l'aéroport de Munich et 17 morts, tout simplement. Ce qui s'est passé, c'est que aucun membre de la délégation israélienne, donc membre masculin de la délégation, n'est sorti vivant. Et du coup, ça a été un carnage à cet aéroport. Tu nous mets dans une ambiance très joyeuse. Exactement. C'est pour ça qu'on va passer à quelque chose de plus fun, mais en fait pas vraiment, parce qu'on reste avec Israël et la Palestine, donc on va s'amuser. Et là, on passe en 1996, année de naissance de la meilleure personne ici, moi. Donc voilà. Évidemment. Oui. Donc on est à Atlanta, aux États-Unis. Cette année-là, c'est la première année que la Palestine va défiler sous son drapeau lors de la cérémonie. Forcément, Israël n'est pas vraiment très content, donc va demander au CIO de retirer la participation d'Israël aux Jeux Olympiques en disant que sa participation allait amener à ce que le processus politique finalement d'émancipation de la Palestine allait être plus mis en avant, en tout cas, et qui va être forcé. Donc le CIO leur a fait comprendre très gentiment que non, et en plus le CIO reconnaît la Palestine depuis 1993. On va finir avec la Russie, parce qu'on aime la Russie et qu'il fait froid. Et puis en même temps, ce sont les JO d'hiver qui sont en train de débuter aujourd'hui, donc parlons de Sochi en 2014. En fait, il n'y a pas eu d'incident diplomatique à proprement parler, c'est surtout beaucoup de polémiques qui ont été constatées, en tout cas sur l'organisation et le contexte. Niveau organisation, en fait, ce sont les JO qui ont coûté le plus cher ces dernières années, 37 milliards d'euros. C'est, pour faire une représentation, c'est aussi cher que les 10 dernières éditions cumulées. Et donc du coup, ça a fait polémique du fait déjà du prix. En plus de ça, la ville de Sochi se situe dans un territoire avec un climat méditerranéen. Pas très idéal quand on veut de la neige, on est bien d'accord. Et du fait que ce soit pas le meilleur choix forcément des Jeux Olympiques d'hiver, il y a eu quelques soupçons de corruption. Voilà, pour commencer. Ah. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que l'organisation elle a été décriée comme un désastre écologique du fait du climat. En fait, la Russie, elle a dû produire pour 8 milliards d'euros de neige fraîche pour ces Jeux Olympiques. Bon, après, le contexte, il n'est pas tip-top. On est en Russie. Des tensions sociétales. Tout simplement, 2 semaines auparavant, à peu près, il me semble, des lois anti-propagande homosexuelle ont été votées. Donc, ça a fait scandale, surtout pour certaines disciplines olympiques. Enfin, chez certaines disciplines olympiques. Et comment dire, c'est un peu peut-être tiré par les cheveux aussi, mais il y a certains journalistes qui ont fait aussi un rapprochement avec la situation en Crimée qui s'est déroulée 1 mois après les Jeux Olympiques, enfin même pas 1 mois, c'était courant mars et donc finalement les Jeux Olympiques se sont terminés, il me semble, le 24 février 2014. Et tout simplement, ce qu'ils disent et qu'ils mettent en avant, c'est que l'économie de la région dans laquelle se trouvent et la Crimée et Sochi ont été à décoller. Décoller, voilà, c'est ça, exactement le mot. Merci Flavien. A décoller et a fait en sorte que du coup cette presqu'île de la Crimée était beaucoup plus intéressante pour la Russie et que du coup ça a peut-être amené en plus une raison pour la Russie pour la prendre finalement en mars 2014. Et voilà, ça sera tout pour moi. Je suis content que cette chronique est finie, ça m'aura fait le sport de la journée. Merci Alexandre. Effectivement, quand il y a des Jeux Olympiques sur une ville, sur un pays, cette ville devient le centre du monde, là où tous les regards se tournent et donc les incidents, les petits détails sont l'objet de toutes les attentions. Mais on va passer à une nouvelle chronique. Guillaume, tu nous parles plus spécifiquement de la Corée, comme Alexandre a commencé à nous mettre l'eau à la bouche, si j'ose dire. Je te laisse parler des 2 Corées dans le cadre de ces Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang. Ouais. Alors je tiens avant de commencer à vous présenter mes excuses pour les noms coréens que je risque malheureusement et fortement d'écorcher, puisque je vais donc vous parler de l'actualité très récente qui concerne les 2 Corées. On le sait tous, les Jeux Olympiques d'hiver organisés à Pyeongchang en Corée du Sud ont démarré ce midi avec une magnifique cérémonie d'ouverture.
Et j'en suis déjà tout impatient de regarder ces 15 jours d'épreuves magnifiques, mais c'est pas ce dont je vais traiter dans ma chronique. Alors ces JO vont permettre de rapprocher la Corée du Nord et sa voisine du Sud le temps des épreuves et de la trêve olympique. C'était la grande information d'une allocution de Kim Jong-un lors des vœux du Nouvel An à la nation nord-coréenne. Et c'est de ça dont j'ai discuté avec Jean-Baptiste Guégan, auteur du très bon ouvrage La géopolitique du sport, une autre explication du monde. Donc, est-ce que tu peux revenir, puisque c'est ton sujet, tout d'abord sur le contexte de cette approche entre les deux États coréens? Alors, pour reposer le contexte de cette information d'un rapprochement, il faut revenir sur la situation politique insulaire. Dès le début de notre discussion, Jean-Baptiste Guégan me précise que c'est le nouveau président sud-coréen Moon Jae-in qui avait introduit l'idée d'action commune lors de ces JO, avec la lourde tâche de changer de politique et de redorer le blason d'une Corée du Sud étranglée par la corruption et qui a d'ailleurs valu le départ de sa prédécesseur Park Jin-hee. Une proposition diplomatique sportive qui a été négligée par la Corée du Nord jusqu'au moment où les tensions trop fortes pour les alliés de Kim Jong-un l'ont isolé. Alors le leader suprême coréen accepte la main tendue par le Sud de mettre en commun le défilé des athlètes et l'équipe féminine de hockey. Le sport a pris une grande place dans la diplomatie des États, comme l'a précisé Pim Verschuren dans l'interview, et il devient donc le moyen de sortir la Corée du Nord de son isolement et d'engager la voie vers une diminution des sanctions internationales. Le sport apparaît alors comme une instance de dialogue, et le Comité international olympique l'a bien compris et joue de cette image. Lui, qui est également en proie à des histoires de corruption qui traînent, mais aussi les sanctions très médiatisées suite au dopage généralisé dans l'équipe russe, il doit se montrer fort, montrer qu'il pèse diplomatiquement, et continue donc de construire son mythe de faiseur de paix, pour reprendre les mots de Jean-Baptiste Guégan. Est-ce que ça s'est déjà passé? Est-ce qu'il y a eu des rapprochements sportifs entre deux États, comme ce qui se passe en ce moment? Oui, alors c'est pas la première fois que le sport et les Jeux Olympiques se trouvent acteurs d'un tel rapprochement. On a eu l'exemple de la diplomatie du ping-pong entre Nixon et Mao en 1972 qui se sont rapprochés, entre autres, je dis bien entre autres, grâce à une compétition amicale de tennis de table en Chine. Le déblocage des tensions entre la Corée du Sud et le Japon lors de l'organisation collective de la Coupe du Monde 2022, durant laquelle, au passage, la Corée du Sud s'inclinera en demi-finale. Ou encore les actions similaires de défilés communs et d'équipes communes entre les deux Corées, notamment lors des Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Mais à la différence que cette symbiose n'avait malheureusement pas perduré jusqu'à la fin de la trêve olympique. Quand on rentre plus dans les détails sportifs, on s'aperçoit tout de même que cette décision d'unifier les deux Corées autour d'une équipe féminine de hockey ne plaît pas forcément à tout le monde. Premièrement, les athlètes et le staff qui devront être mis sur la touche pour le bien d'une symbiose, mais également les Sud-Coréens qui se privent d'une équipe compétitive. On ne cherche pas la performance, même si les humiliations seront très mal vues par Kim Jong-un, qui, on le rappelle, avait envoyé certains joueurs de l'équipe de foot masculine en camp de travaux forcés après leur humiliation à la Coupe du Monde 2010. Mais là, il se trouve que les filles de l'équipe ne se comprennent même pas, elles ne parlent même pas la même langue. Cette idée, du coup, en apparence bonne, se justifie surtout, en fait, pour le symbole. Et dans ce cas précis, du coup, est-ce que le sport, il a une réelle puissance symbolique diplomatique? Oui, alors en effet, le sport et surtout les compétitions internationales servent de communication aux États et dans le cas présent bénéficient à tous les acteurs, que ce soit les deux Corées comme le CIO. Ils permettent d'ouvrir donc des canaux de dialogue, de discussion, d'ouvrir des perspectives, mais la portée réelle du sport est à relativiser, m'expliquait Jean-Baptiste Guégan, en ajoutant que nous n'avons aucun exemple de guerre stoppé par la puissance de la diplomatie sportive. Au final, c'est un peu la réelle politique qui gagne quand les intérêts sont trop puissants. Mais le sport, ça sert quand même dans ce cas, il n'est pas inutile, c'est pas une simple communication. Alors ce rapprochement, en fait, c'est surtout un symbole, mais il a le mérite de démontrer implicitement la volonté des deux Corées de s'émanciper des États-Unis pour régler leurs différends. Alors je m'explique. Quand pour régler le problème, Donald Trump précise qu'il possède un bouton nucléaire plus gros que celui de Kim Jong-un, son homologue sud-coréen préfère la voie diplomatique du soft power sportif et de la discussion. C'est deux politiques donc différentes qui laissent penser que se rangeant dans cette nouvelle voie diplomatique, la Corée du Sud cherche en fait à s'autonomiser des actions et des déclarations américaines qui iraient en fait à l'encontre du bien commun coréen. Cependant, et même si on a précédemment établi que cette réunion sportive entre les deux Corées n'était qu'une base de communication, il a tout de même eu le mérite de rouvrir le dialogue et a notamment permis la réouverture de la liaison téléphonique entre les deux États qui était bloquée depuis 2016. C'est un événement entre guillemets qui pourrait permettre une désescalade des tensions dans le futur avec une réduction des intermédiaires étrangers. Et justement, ce rapprochement lors des Jeux Olympiques permettrait d'imaginer 3 scénarios pour le futur selon Jean-Baptiste Guégan. Le premier, un scénario optimiste, idéal, mais un peu saupoudré de science-fiction tout de même, dans lequel Kim Jong-un s'est en fait rendu compte que la démocratie c'est l'avenir et qu'il préparerait sa sortie ici grâce au JO en posant les bases d'une future réconciliation.
C'est un scénario assez improbable, tout le monde est d'accord là-dessus, même son auteur. Moi, j'y crois. Il va débarquer. Je t'explique les deux autres scénarios et tu me diras lequel tu préfères. D'accord. Un deuxième scénario avec les rencontres lors des Jeux Olympiques qui permettrait une totale désescalade des sanctions et la fin officielle de la guerre entre les deux pays qui n'est toujours pas actée, on le rappelle. Une réunification donc des familles coréennes qui étaient séparées et avec une Chine qui aiderait au développement de son allié nord-coréen, exempt alors des sanctions occidentales. Et le dernier scénario, peut-être le plus probable, avec les Jeux Olympiques qui signifieraient un apaisement des tensions, mais pas de perspective de réunification, du moins sur le court terme. Il s'agirait alors ici simplement de faire diminuer les sanctions à l'encontre de la Corée du Nord. Mais c'est avec un constat amer, et bien que je milite personnellement pour la cause de la diplomatie sportive, que dans le cas du scénario le plus probable, et malgré ce beau symbole qu'est le rapprochement des deux États par le sport, les Jeux Olympiques ne permettront pas de déboucher sur la paix entre les deux Corées. Et c'est une conclusion qui est également reprise par Pim Verschuren quand je lui ai demandé. Écoutez bien. Oui, je suis globalement d'accord. Les rapprochements via le sport ont été rarement suivis de faits de rapprochement politique, enfin je veux dire, concret. La Corée du Sud, ça fait des décennies qu'ils sont en guerre au final, hein, parce que il n'y a pas eu d'accord de paix qui a été signé, donc ils sont officiellement en guerre depuis plus de 50 ans. C'est pas 2 semaines de compétition sportive qui vont les rapprocher. Tout dépend de la volonté politique et côté nord et côté sud de pérenniser ce rapprochement et d'en faire quelque chose de concret. Et c'est ça qui va être l'enjeu déterminant. Ça va pas être les Jeux Olympiques en Corée du Sud. Ça peut être un prétexte, effectivement, pour les deux pouvoirs en place d'inaugurer un rapprochement. Mais ça va dépendre de leur volonté et de leurs intérêts à eux, pas ceux du Comité Olympique International et des organisateurs des Jeux Olympiques en Corée du Sud. Donc voilà, il va falloir voir dans les prochaines années si ces Jeux Olympiques s'insèrent dans une phase globale de rapprochement. Mais les dernières années ont montré que la Corée du Nord ne souhaitait pas finalement se rapprocher, qu'elle aussi constamment entre signaux de rapprochement et signaux militaires de tension. Voilà, on n'est pas dans une phase qui est globalement positive pour ce rapprochement. Donc je suis assez pessimiste sur la capacité de ces Jeux Olympiques à inaugurer un rapprochement politique entre les deux Corées. Comme j'aime le dire, merci Guillaume, comme j'aime le dire sur cette affaire coréenne, affaire à suivre, ce n'est peut-être pas terminé. Voilà, on va passer à une toute autre partie du monde. On va parler de la Nouvelle-Zélande et de la diplomatie du rugby. Fais attention Alexis, c'est toi qui fais cette chronique. Monsieur Joanneau t'observe et écoute ce que tu dis. Oui, voilà. Alors, avant de commencer sur cette chronique, est-ce que je peux juste, Flavien, poser une petite devinette à l'Assemblée ? Bah écoute, s'ils te répondent, peut-être, Alors, lance-toi. Puisqu'on parle diplomatie aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée du rang mondial de la puissance militaire néo-zélandaise, à peu près ? Très très faible. Là, comme ça, moi, je vois pas trop. Oh, je sais pas, quand même un bon Je préciserai qu'ils sont sous étendard quand même de la Grande-Bretagne. Bien sûr. Donc la puissance, à quel niveau on la situe ? Ah Alexis alors. Alors, Oui. elle est 102e mondiale derrière donc, le Guatemala et le Ghana, pour vous donner une idée. Donc c'est selon le classement Global Firepower 2017. Bien entendu, ce type de classement, c'est très discutable parce que évaluer la puissance militaire, comme on vient de le voir, c'est très hypothétique. Ça dépend de nombreux paramètres, de données confidentielles qui sont parfois manquantes. Il n'empêche que ça donne une idée de la position de la Nouvelle-Zélande dans les relations internationales. Donc, en faisant quelques recherches, je suis tombé sur une note de l'Observatoire géostratégique du sport de décembre dernier. L'auteur, Carole Gomez, qui est chercheuse à l'Institut des relations internationales et stratégiques, donc l'IRIS, commence par s'interroger sur ce que nous connaissons de la Nouvelle-Zélande. Et là, vous allez me dire... Le ping-pong, c'est ça ? Non, le Seigneur des Anneaux, non ? Le Seigneur des Anneaux. Mais non, évidemment, c'est le rugby, non ? Les moutons et après le rugby, ou le rugby et après les moutons. On ne sait pas bien. Le nombre de joueurs de moutons. Moi, j'aurais pensé au rugby avant les moutons. Oui. Donc, en fait, Carole Gomez se demande si le rugby néo-zélandais n'est pas une forme de diplomatie par le sport avant-gardiste, bien avant les célèbres exemples russes, américains, qataris. Et c'est vrai que quand on voit les résultats des All Blacks, 3 Coupes du Monde remportées sur 8, ça paraît pas impossible, bien au contraire même. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment d'une stratégie
politique. C'est pas juste un sport national, le rugby? Si, bien sûr, le rugby, ça fait partie intégrante de la culture néo-zélandaise et c'est un sport national. Mais comment expliquer que ce tout petit pays, 4,5 millions d'habitants et 51e PIB au monde, soit une figure sportive aussi puissante face à des bien plus gros calibres tels que le Royaume-Uni ou la France? En s'y penchant un peu, le développement du rugby dans le pays l'a accompagné tout au long de son histoire et son développement. Donc, dans les années 1860, la deuxième guerre entre les Maoris et les colons touche la Nouvelle-Zélande. Et c'est à cette période que le rugby est importé d'Angleterre, en 1867. Les premiers matchs officiels ont lieu dès 1870, alors que les conflits armés s'atténuent. Contrairement à l'Afrique du Sud, où il est longtemps resté réservé aux Européens, le rugby s'est vite répandu à travers les différentes ethnies néo-zélandaises. Le haka d'avant-match, tiré de la tradition maori, a vu le jour dès les premières tournées internationales. C'est plutôt de la politique intérieure jusqu'ici. Oui, mais attendez la suite. En 1905 et 1906, l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande entame une tournée européenne. Et là, sur 35 matchs, elle en remporte, tenez-vous bien, 34, avec des scandales d'arbitrage sur la 35e contre le Pays de Galles. Donc les All Blacks, le surnom qui naît à cette période, écrase totalement le monde du rugby. Et l'année suivante, le pays obtient son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, enfin indépendance partielle. Mais bon, d'accord, je vous l'accorde, le raccourci est peut-être un peu gros et l'indépendance n'est pas jouée sur un stade. Le rugby a-t-il quand même eu un petit rôle dans tout ça? Là, je botte en touche. Il n'empêche que les All Blacks ont contribué à développer une certaine image de leur pays à l'étranger. Un peuple courageux, soudé et combattant. Cette image s'est consolidée avec les 2 guerres mondiales, auxquelles la Nouvelle-Zélande a participé aux côtés de son partenaire anglais. En 1939-1945, près d'un Néo-Zélandais sur 8 aurait pris part à la guerre. Et c'est un chiffre relativement élevé pour un conflit qui se déroulait assez loin du sol néo-zélandais. Jusqu'aux années 60, la Nouvelle-Zélande a toujours été fidèle à l'Angleterre. Mais cette dernière se tournant progressivement vers la construction européenne, elle a peu à peu cessé d'être un partenaire économique et politique privilégié pour Wellington. Ses relations avec les États-Unis ont également diminué après la guerre du Vietnam, notamment à cause des positions antinucléaires de la Nouvelle-Zélande. Oui, mais le rugby dans tout ça. J'y viens. En parallèle, le rugby néo-zélandais a fait l'objet de nombreuses critiques externes et internes pour ses échanges avec son homologue sud-africain, alors soumis à des sanctions internationales. La tournée des Springboks dans le pays en 1981 engendre une forte contestation anti-apartheid. Pour Carole Gomez, c'est l'une des crises récentes les plus importantes qu'a connu le pays. En fait, je la cite, elle dit que le mythe d'une unité revendiquée autour du rugby et de son équipe des All Blacks s'effrite et ne parvient plus à dissimuler les tensions sociales au sein de l'archipel. À l'époque, les Maoris revendiquent encore des réparations pour les expropriations faites le siècle précédent par les colons. Et alors qu'on pensait que quelques décennies auparavant qu'ils étaient voués à disparaître, ils gagnent peu à peu des droits et réaffirment leur culture. Est-ce anodin de noter que l'année de la première Coupe du Monde, remportée par la Nouvelle-Zélande chez elle à Auckland en 1987, est aussi l'année de la reconnaissance du maori comme l'une des langues officielles du pays. En tout cas, la Nouvelle-Zélande a diminué ses liens avec l'Europe et l'Amérique et s'est transformée. Notez le jeu de mots, j'ai eu du mal à le caser celui-là. Souffrant de sa situation... Mon Dieu, je viens de comprendre. Donc, souffrant de sa situation insulaire, isolée et de sa population peu nombreuse, elle avait du mal à compter uniquement sur son marché intérieur et elle cherche donc à exporter. Si elle développe ses relations avec ses voisins d'Australie et de la zone Asie-Pacifique, elle compte aussi beaucoup sur le tourisme qui reste l'un des principaux secteurs d'activité de la Nouvelle-Zélande. D'où l'importance capitale du rugby pour elle pour exister sur la scène internationale. D'ailleurs, le rugby, mais pas que, le pays a aussi une bonne réputation chez les amoureux de sport, notamment les sports extrêmes, une autre spécialité locale. Mais attends, parce que pour en revenir à ton interrogation de départ, est-ce que la diplomatie néo-zélandaise du rugby, est-ce qu'elle est vraiment avant-gardiste? Eh bien, je dirais que l'envergure de cette diplomatie n'est aucunement comparable à celle déployée par les régimes totalitaires du XXe siècle et pendant la guerre froide. Mais en tout cas, elle montre bien que sport et politique n'ont pas attendu les théories sur le soft power pour entretenir des relations très étroites. Un petit mot pour conclure? En Nouvelle-Zélande, diplomatie et rugby sont mêlés. Bien. Décidément, et pour compléter un peu ce que tu dis sur la Nouvelle-Zélande, parce que c'est un pays qui me tient à cœur, est-ce que vous savez pourquoi on les appelle les All Blacks? Il me semble que ça vient d'une faute de frappe dans un journal papier de l'époque.
Et il y a plusieurs mythes autour. J'en ai Ouais, trouvé il y a plusieurs, j'ai pas réussi à il y a trouver. plusieurs explications parce qu'on dit qu'ils ont une tunique noire parce qu'ils portent le deuil de leur adversaire. Oh C'est très beau. Oui, Ouais. c'est très beau. Ça n'augure rien de bon pour le tournoi des 6 nations. Mais bon. Les All Blacks ne participent Pas pas au tournoi des 6 nations. Et vous voyez que Flavien n'est pas un sportif. Navré, je rejoins ton club, Alexandre. Merci. Dernier point, si je peux me permettre, si tu es passionné ou si vous êtes passionné par la Nouvelle-Zélande, il y a un bouquin qui s'appelle L'âme des guerriers et on comprend pourquoi le rugby là-bas est un facteur d'intégration et de pouvoir vivre avec les autres, avec les Maoris, parce que c'est une désespérance de la jeunesse là-bas, où que le rugby leur permet de voyager, de comprendre. Et eux, ils ont réussi à faire ce qu'en Europe, c'est un peu plus complexe. Le communautarisme n'existe pas, puisque c'est le ballon ovale qui les réunit. Donc le haka aussi est une forme d'expression qui leur permet de garder leur identité, mais de porter les couleurs de leur pays. Ça, c'est quand même extrêmement complexe. Donc L'âme des guerriers, c'est un bouquin extraordinaire pour comprendre le fonctionnement et la réussite du rugby en Nouvelle-Zélande. Et bien justement, Voilà. Bon. Monsieur Joanneau, on va passer à la partie invitation. Enfin, surtout d'inviter, on va vous interviewer. Vous êtes président du comité départemental olympique de la métropole de Lyon et du Rhône. Alors pour nos auditeurs et pour nous également, qu'est-ce que c'est au quotidien cette fonction, ce mandat ? Bon, bonjour à tous et merci de m'avoir accueilli. Puis surtout, on apprend toujours plein de choses. Vous êtes la jeunesse, vous avez la passion et c'est bien. Il y a beaucoup de choses à dire, ce que vous dites, bien sûr, mais après, c'est aussi le fait, quand on a eu la chance de beaucoup voyager, de vivre dans certains pays dont vous avez cité, où on se rend compte que entre la théorie et la façon de s'exprimer et les faits réels, notamment sur les Jeux Olympiques, sur parfois ce que nous, avec l'œil français, bien assis autour d'une table, on relève des fois des choses qui nous choquent, mais c'est quand même beaucoup plus complexe, car le mot sport déjà a une définition dont personne n'est d'accord, du moins sur notre territoire. Nous, on parle maintenant de pratique sportive, et donc quand on parle de la politique du sport, on peut se mettre autour d'une table, et si on peut la définir, je pense qu'on aurait fait un grand pas déjà pour savoir comment la France est reconnue comme telle, comme nation sportive, à travers, je vais dire, les autres pays. Donc le regard de chacun, il est très différent, et c'est toujours intéressant de voir les analyses que vous en faites, parce que vous avez parlé de Munich. Bon, j'avais une athlète qui était à Munich, elle était de la délégation française, eux, ils ont été au courant de rien pendant 4 jours. On leur a dit, vous restez dans votre chambre, tout va bien. Donc ça, c'est des faits précis, quoi. Donc pour vous dire qu'après, la communication, le rôle des journalistes et faire savoir ce qui se passe, c'est quand même beaucoup plus complexe. Il y a un écart énorme. Et le deuxième point, je veux dire, si le mur de Berlin est tombé, je pense que le sport, et là la pratique sportive, le fait que les athlètes de l'Est et de l'Ouest se rencontrent, à un moment donné, la jeunesse s'empare, parce qu'elle ne peut pas supporter ces grandes différences et ce mal-être. Et je crois que ce que je voulais dire sur les JO, c'est quand même le seul domaine où tout le monde peut parler. Si vous parlez du nucléaire, de l'environnement, il y a des tensions tout de suite. Le sport, c'est quand même, ou la pratique sportive, ou la passion de sport, ça permet à toutes les nations d'avoir déjà un sujet sur lequel on peut parler, sur lequel on n'est pas jugé immédiatement. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que c'est le baron Pierre de Coubertin qui a créé les JO, qu'on fête les 100 ans, qu'à travers les événements entre les pays, que ce soit les pays de l'Est, de l'Ouest, que ce soit les États-Unis, les Russes, il s'est toujours passé des moments de tension, mais le sport réussit quand même à les faire rencontrer. Et pour ceux qui ont vu la cérémonie aujourd'hui, c'est quand même une cérémonie qui est basée sur le futur et sur l'amitié, sur le respect. Et je rappellerai que quand même la devise des JO, c'est respect, excellence, amitié. Donc je crois que de situs, altus, fortus, plus vite, plus haut, plus fort, on est passé quand même dans un domaine où on ne veut plus se comparer aux autres, mais on va apprendre à se connaître et à vivre ensemble. Et je crois que dans nos sociétés, donc beaucoup de personnes ont tendance à s'isoler, le lien sportif ou la pratique sportive ou ce qu'on met derrière existe. Et c'est ça qu'il faut cultiver. Ce n'est pas la panacée, mais c'est un moyen peut-être que les peuples se rencontrent. Et dès qu'on se rencontre, on a moins peur de la différence. Voilà, et j'ai bien répondu, je voulais compléter sur la Nouvelle-Zélande. Oui, non, mais c'est très très intéressant. Le sport, oui, comme facteur d'intégration et interne en Nouvelle-Zélande, comme vous l'avez dit, mais aussi externe, d'amitié entre les peuples. Mais au niveau local, le comité départemental olympique,
Enfin, au Alors, niveau de quelle votre... est notre mission? D'abord, nous sommes les représentants du Comité national olympique et sportif sur le territoire. Donc le territoire, il est composé du Rhône et de la métropole de Lyon. Et à ce sujet, donc, nous avons 4 axes sur lesquels nous essayons de trouver des solutions, c'est-à-dire que nous sommes avec les politiques publiques et comment les mettre en situation sur le terrain. Nous occupons du sport et bien-être, comment la pratique sportive peut permettre d'avoir un mieux-être de l'individu. Nous occupons de la professionnalisation et du sport, c'est-à-dire comment à travers des emplois on peut créer des éducateurs qui vont encadrer. Et enfin, on s'occupe aussi de l'éducation et citoyenneté, c'est-à-dire que c'est peut-être les bases pour que l'individu s'épanouisse à travers une pratique. Donc ça, ce sont nos missions, j'allais dire, régaliennes. Et surtout, nous sommes à la tête de 500 000 licenciés, 77 disciplines. Donc c'est passionnant parce que chaque discipline a son fer de lance de fonctionnement et que tous les jours, nous sommes confrontés et nous devons trouver des solutions, comme dans le monde du sport. Avant le match, il faut trouver la solution à ce que nous pose comme problème, surtout que le sport, c'est aussi la relation entre les individus et que nous nous occupons des publics que nous disons fragiles, c'est-à-dire les jeunes ou les moins jeunes, et que parfois il y a des dérives, donc il faut être vigilant, il faut connaître un peu l'environnement. Et donc c'est notre action commune. Nous sommes composés nous avons 26 élus, nous sommes une quinzaine de chargés de mission. Nous travaillons en relation avec toutes les disciplines, avec les politiques. Nous sommes aussi copartenaires de l'État pour les financements. Donc nous avons beaucoup de missions. Mais nous sommes bien entourés, je vous rassure. Je voulais vous demander justement, avec les relations avec le partenariat privé-public, est-ce que le sport peut avoir une influence dans les négociations ? Est-ce que par exemple, je ne sais pas, j'imagine, il y a une négociation entre 2 communes, entre deux entités, de personnes morales, mon côté juridique revient. Est-ce que, par exemple, s'il y a une équipe de foot ou une rivalité, est-ce que ça peut jouer dans ces négociations, ce genre de détails ? Alors pour répondre à cette question, il faut faire un historique. Il nous avait été demandé il y a une quinzaine d'années de faire la cartographie des équipements sportifs sur la France. Pourquoi ? Parce qu'on trouvait, nous, mouvement sportif, un peu surprenant qu'une commune fasse une piscine alors qu'à 5 km, une deuxième piscine se faisait. Donc là, nous sommes copartenaires des financements et nous intervenons à ce niveau. C'est-à-dire que nous avons une cartographie exacte des équipements, utilisés, sous-utilisés ou pas, ou à modeler en fonction des nouvelles normes du handicap. Et donc, notre rôle, c'est de dire, attendez, dans les financements, on financera une piscine, on n'en financera pas 2. Après, c'est aux élus locaux de s'entendre pour savoir de quel côté la piscine peut se construire. Oui, j'imagine que ça revient souvent, et notamment les rivalités entre communes. Au-delà de la rivalité sportive, ça doit jouer beaucoup. Vous savez, dans la charte olympique, on dit que l'intérêt général prime sur l'intérêt de chacun. Alors nous, on essaye un peu d'être au-dessus de la mêlée pour reprendre une expression du rugby. C'est vrai. L'athlète, parfois, justement, est-ce qu'il peut avoir un rôle dans ces relations ? Est-ce que la figure d'un athlète, d'une star, on le sait, par exemple, quand... Ouh là là, alors là, vous allez vraiment me frapper. Peut-être pas me frapper. Encore, on est des sportifs. Vous allez me mettre dans la mêlée. Le champion de judo. Teddy Riner. Teddy Riner, il vient... Ouf, j'ai répondu, heureusement. on sait que, du coup, dans sa ville, avec un maire très connu également, ça devient un fer de lance de communication. Est-ce que, du coup, on peut se servir d'une image d'un athlète pour négocier des partenariats ? Alors, je ne dirais pas, ce n'est pas un fer de lance de la communication, c'est un fer de lance de la citoyenneté. Les enfants s'apparentent à lui et donc ils veulent découvrir ce sport et à partir de là, ils découvrent les règles du sport. Et je crois que l'idole, on parle de Tony Parker, on parle de Teddy Riner, on parle des athlètes très connus, c'est souvent les enfants qui s'en emparent et qui veulent comprendre et qui vont dans les sports. Puisque le phénomène des JO, c'est qu'après les JO, il y a des inscriptions de partout dans tous les sports si un individu a fait une médaille, ce que je souhaite bien sûr aux athlètes français. J'avais une autre question par rapport aux Jeux Olympiques. On le sait, on l'a dit tout à l'heure, quand une ville, un pays accueille les Jeux Olympiques, ce pays il est au centre des regards. Est-ce que pour vous, cette hégémonie informative que ce pays obtient, est-ce que c'est un avantage ou est-ce que c'est un inconvénient ? Vous savez, pour construire une candidature olympique, il faut 20 ans. Donc entre ceux qui ont commencé à penser que les Jeux Olympiques pourraient être accueillis et ceux qui vont les recevoir, il se passe beaucoup de temps.
Ce qui est important, et je crois que vous l'avez dit à travers vos commentaires et surtout vos observations, c'est qu'à un moment donné, le regard du monde se porte sur un pays. Et donc, vous savez très bien que chaque pays a ses travers, mais a ses choses agréables. Je crois que ça, c'est important. Parce que c'est le seul moment où il y a 4 milliards ou 5 milliards d'individus qui vont regarder peut-être 5 minutes ou 1 heure un pays, le découvrir à travers une lorgnette. Parce que la télévision, c'est quand même une lucarne, comme on disait avant. Donc, je pense que c'est important. Justement, accueillir les Jeux Olympiques 2024, pour vous, est-ce que c'est une victoire sportive ou plus économico-politique ? Bon, alors, je conseillerais d'aller voir le film Invictus, oui. pour en revenir. Et après, vous pourrez prendre dans mes réponses ce que vous souhaitez. Parce que quand Mandela a réussi à ce que l'Afrique du Sud soit championne du monde de rugby, avec une équipe qui était classée 20e ou 30e, ça veut dire qu'à un moment donné, pourquoi pas ? D'accord. Et donc ma réponse, elle est toujours pourquoi pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre catégoriquement. Simplement, sur le plan économique, ça crée des emplois, ça amène de la richesse, j'allais dire, pour des gens qui cherchent du travail. Bon, les JO de Paris, on les connaît bien, c'est quand même, je trouve que c'est un plus, ça booste un peu une nation, puis il faut un peu du rêve dans la vie. On est une société qui est un peu morose, au moins ça nous fait tous rêver. Voilà. Est-ce que ça amène toujours ce bénéfice économique? Parce que pour l'Afrique du Sud, sur le bénéfice symbolique, je suis d'accord, mais par exemple, les derniers JO, justement, il y a des polémiques sur le fait que ça coûterait plus que ça ne rapporterait. Non, mais là, c'est une très bonne question que vous me posez. Très certain que si vous prenez l'exemple du Brésil, je ne peux pas vous dire autre chose, mais maintenant, peut-être que nous, l'aspect qu'on a eu économique, est-ce qu'au Brésil, ils n'avaient pas besoin à ce moment-là d'avoir d'autres intérêts dans leur façon de voir leur pays? Parce que bon, quand on parle des JO, on parle de Jules César, il avait créé les pains et les jeux. Et donc, c'était des périodes de guerre où les gens s'arrêtaient, et ils se fraternisaient, puis après, ils allaient se battre. Donc, je crois qu'il faut rester un peu dans cette ambiance-là, et qu'on ne peut pas faire des analyses froides. C'est sûr que quand on regarde, on parle des JO de 1968 à Grenoble, quand on voit le coût, mais quand on voit ce que c'est devenu maintenant, on se dit, bon, est-ce qu'on a eu raison ou pas? Mais bon, si on ne fait rien, de toute façon, on ne peut pas faire du développement. Et le développement, ça va avec ceux qui restent sur la touche, ceux qui rentrent sur le terrain, et ceux qui sont remplaçants et ceux qui sont titulaires. Ouais. Là, par exemple, pour revenir sur le coût des JO, ça me paraît difficile de comparer à la fois la candidature de Paris et celle du Brésil, étant donné qu'au Brésil, il y avait absolument toutes les infrastructures à réaliser, alors qu'à Paris, 80-90%, les infrastructures sont déjà prêtes. Et c'était une exigence, je crois, du CIO que les Jeux Olympiques ne coûtent pas trop cher, que ce ne soit pas une escalade. Et je crois que la candidature de... Tu me coupes si j'ai une bêtise, Alexis, ou vous, Monsieur Joanneau, la candidature de Los Angeles avait également cette exigence de non-exubérance budgétaire, si j'ose dire. Vous rentrez dans ce qu'on appelle le partenariat privé et public. Los Angeles, c'est privé, peu importe la marque, là, il n'y a pas de souci de rentabilité, ils savent le faire. En France, là, ce que la candidature a réussi, c'est que 80% sont des financements privés. Et les 20% à la charge donc, de l'État français serviront à construire des logements, 3 000 ou 4 000 logements. Donc le pari, il est gagné déjà sur le plan économique. Ça, c'était quand même la force de la candidature de Paris. À Londres, les logements étaient au final étaient prévus, et maintenant il y a beaucoup d'immeubles de l'ancien parc olympique qui sont vacants. Mais moi, je réponds du comité national olympique et français, donc ce qui se passe chez nos amis et voisins. On est en plein dans le Brexit, je sors d'une réunion sur le Brexit, où la conclusion a été de dire, avant les Anglais avaient un pied dedans, un pied dehors, maintenant ça sera l'inverse. Si vous comprenez un peu le sens de l'histoire. Oui. Je crois qu'on a compris le message. Comment justement se déroulent les négociations, le vote pour l'établissement dans un pays, dans une ville de ces Jeux Olympiques? Parce que finalement c'est très fantasmé ce vote, on voit des reportages à la télé de médias, de représentants des pays qui doivent voter. Comment ça se passe? Alors, je vais vous dire, c'est très simple, un pays, une voix. Je réponds à votre question, un pays, une voix. Et comment cette voix est choisie dans tous les pays? Est-ce qu'il y a... Ça dépend peut-être dans chaque État, ou alors est-ce que c'est général dans les comités olympiques nationaux? Est-ce qu'il y a une règle fixe? Je ne sais pas ce que ça veut dire une règle fixe dans le monde du sport. C'est toujours, il y a toujours des paramètres extérieurs qu'on ne maîtrise pas bien. D'accord. Bon,
ça change beaucoup. Guillaume, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, moi, c'était pour revenir sur la relation dont tu as parlé de Teddy Riner avec son maire. Oui. Et je voulais dire qu'il n'y a pas que, il n'y a pas qu'au niveau de la municipalité que Teddy Riner et les sportifs jouent un rôle. Par exemple, évidemment. Teddy Riner, il a notamment milité donc pour Paris 2024. C'était un peu également le sportif tête d'affiche de la candidature française. Et puis à un autre niveau, il y a également George Weah, qui à l'époque était bien plus connu que le président donc, de l'époque, du Libéria, et qui maintenant se retrouve chef d'État libérien après avoir été contraint à l'exil à l'époque. Et donc ça peut avoir une véritable influence. Une question plus locale, plutôt positive. Pour vous, du coup, dans la métropole de Lyon et dans le Rhône, quelles seront les conséquences de cette organisation de nos Jeux Olympiques dans le comité départemental olympique? Est-ce qu'il y aura des événements? Est-ce qu'il y aura où tout se passera à Paris? Donc, la candidature elle est basée sur Paris parce que quand on est sur Londres, quand on s'était présenté en 2012, on avait passé un film de Luc Besson où on parlait de Maurice Chevalier, donc très bon film. Les Anglais avaient présenté Londres 2030. Donc pour vous dire déjà comment parler d'une candidature. Et là, la candidature de Paris, elle est magnifique parce que quand on la regarde, on se dit, oui, Paris, c'est moi. Donc ils ont réussi, dans ce film qui dure 4 minutes, de décrire qu'est-ce qu'est la France. Alors après, dans le local, bon, on sait qu'il y a Paris et on sait qu'il y a Marseille pour la voile et les sports d'eau. Après, dans le local, on va décliner les valeurs de l'olympisme. Et ces valeurs-là, c'est ce que je disais, c'est la citoyenneté, c'est essayer de faire en sorte que les gens se rendent compte qu'un sportif, c'est quelqu'un, un homme comme vous et moi autour de cette table, et qu'il faut apprendre à souffrir, à se remettre en cause, à progresser, à discuter avec le voisin. On veut lutter contre le communautarisme. Et le communautarisme, c'est un peu le serpent de mer de tous les pays et membres de l'État européen. Et donc, il vaut mieux être ensemble sur un objectif qui, à la limite, le meilleur, eh bien, il gagne parce que c'est une règle dans la vie. Le meilleur, il gagne. Et aider ceux qui sont un peu moins bons à être meilleurs. Je crois que c'est un peu tout ça qu'on mélange. Donc, sur le territoire, il y a plein d'actions qui vont être menées dans les écoles. On va d'abord apprendre qu'est-ce que c'est que l'olympisme. Bon, on pourrait vous parler de Didon, le père Didon, c'est quand même lui qui les a créés à Grenoble, qui a donné son idée au baron Pierre de Coubertin. Il y a tout un historique. Je crois que les gens ont besoin de savoir les choses. Et la connaissance, c'est ce qui permet aux gens de parler. Et ben justement, merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça. Je pense que les auditeurs et nous-mêmes avons appris plein de choses. On va terminer l'émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non? Bon, je couperai ce passage. Retrouvez-nous la semaine prochaine. Non, c'est une blague. Retrouvez-nous certainement pas la semaine prochaine puisque nous prenons une semaine de vacances. Mais retrouvez-nous dès le 26 février pour une émission spéciale ONG et influence dans les relations internationales. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et très bonnes vacances.